messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures dont elles sont les titres. La 28e séance des conseils des ministres s'est tenue ce matin sous la houlette du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh où plusieurs textes et décrets ont été examinés et approuvés. Et dans l'actualité internationale, la Cour suprême d'Israël a confirmé aujourd'hui une peine de prison ferme de 18 mois pour corruption contre l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert. Mais avant cela, sous la présidence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et chef de gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la 28e séance du Conseil des ministres. 15 questions ont été à l'ordre du jour, dont notamment les premières questions qui est relative à un projet de loi portant ratification d'un accord de prêt. Voici le compte rendu du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 28e séance du Conseil des ministres en ce mardi 29 décembre 2015. La première question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et à la promotion des activités économiques dans les régions. Ce programme d'appui tend à améliorer les conditions de vie des habitants des 5 régions ciblées pour leur assurer à moyen terme la réduction des écarts de développement entre les régions et Djibouti-Ville à travers l'accès aux infrastructures de base tout en promouvant l'inclusion et l'égalité des genres. Ce projet s'inscrit parfaitement dans les grandes lignes de la SCAP 2015-2019 et contribue à la réalisation de la promotion du capital humain. Ce projet est aussi une suite logique du projet Prépud clôturé en juin 2015. La République de Djibouti a donc conclu un accord de financement avec le Fonds africain de développement à hauteur de 7 500 000 unités de compte, soit environ 1 845 millions de francs Djibouti. La deuxième question concerne un projet de loi portant modification de la loi numéro 046 en 2004, 5e législature, du 27 mars 2004, et instituant une direction de santé et des services sociaux. La police nationale ne possédant pas de structure de santé, ce projet de création de la direction de santé permettra une plus grande couverture médicale à la portée de tout policier où qu'il se trouve sur le territoire national. Cette direction permettra aussi de faciliter la construction du futur complexe hospitalier propre à la police, la création de nouvelles unités de soins et par conséquent l'augmentation du personnel soignant. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant composition des membres du conseil d'administration de l'autorité de l'aviation civile. Le nombre de 9 membres au conseil est respecté et le ministre de l'Équipement et des Transports est chargé de l'application du présent arrêté. La seconde partie de ce conseil a porté sur le budget prévisionnel 2016 où plusieurs institutions publiées ont été soulevées. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti. Ce budget s'établit en produit à 228 660 000 francs Djibouti et en charge à 228 660 000 francs Djibouti, dont 155 160 000 francs Djibouti pour le fonctionnement et 73 500 000 francs pour les investissements. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. Ce projet de budget est arrêté en produit à 308 882 650 francs Djibouti et en charge à 264 95 000 francs, 486 000 francs Djibouti, soit un excédent budgétaire de 44 882 650 francs Djibouti. Les budgets 2015 et 2016 de l'ODEPIC sont marqués par un projet intitulé « Entrepreneuriat féminin », appui à l'antenne Femcom de Djibouti, eu égard au faible taux de représentativité dans le secteur formel des femmes. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 de l'Office national du tourisme de Djibouti. Ce budget de l'ONTA s'établit en produit à 205 273 360 francs Djibouti et en charge à 199 966 604 francs Djibouti, soit un excédent de 5 306 756 francs Djibouti. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2016 du Fonds de développement économique de Djibouti.
Ce projet de budget se présente comme suit. En produit à hauteur de 424 111 773 francs Djibouti et en charge à 387 917 487 francs Djibouti, soit un excédent de l'ordre de 36 194 286 francs Djibouti. Les efforts du Fonds de développement seront concentrés sur la réduction du chômage en assurant l'insertion des jeunes dans l'économie nationale à travers le financement de projets favorisant la création d'emplois. La 8e question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2016 du CRIPEN. Ce budget du CRIPEN s'équilibre en produits et en charges à 349 271 240 francs Djibouti. La subvention demandée au budget national 2016 est reconduite à hauteur de 299 271 240 francs Djibouti par rapport à 2015. Les ressources propres venant de la vente de manuels sont estimées à 50 millions de francs Djibouti. La 9e question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2016 de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Ce budget de l'ISSS s'équilibre en produits et en charges à hauteur de 252 222 005 francs. Ce budget se justifie par l'entrée en vigueur en 2016 de nouveaux programmes de formation infirmiers, sages-femmes, secrétaires médicales et médico-sociales, ainsi que de formation continue et diplômante des infirmiers et sages-femmes en échographie obstétricale en urgence. La 10e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office djiboutien du droit d'auteur et du droit voisin. Le budget de l'ODA se présente en produit à hauteur de 96 434 677 francs Djibouti et en charge à 96 434 677 francs Djibouti. La 11e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 du Diwan des biens WARF. Le budget du Diwan s'établit en recettes à 447 165 864 francs Djibouti et en dépenses à 249 520 448 francs Djibouti, ainsi qu'en investissement à 339 918 707 francs Djibouti. La 12e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 du Diwan de la Zakat. Ce budget du Diwan Zakat est évalué en recettes à 76 640 000 francs Djibouti et qui représente essentiellement les produits de la Zakat. Le Diwan gère aussi le programme de parrainage des orphelins où plus de 2000 orphelins sont parrainés. La 13e question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du projet du budget prévisionnel 2016 de Djibouti Télécom. Ce budget prévisionnel 2016 de Djibouti Télécom se caractérise par un résultat excédentaire net d'impôts de 3 787 millions de francs Djibouti et d'un budget d'investissement à hauteur de 9 452 millions de francs Djibouti. Les produits sont estimés à hauteur de 22 465 766 000 francs Djibouti et en charge à hauteur de 17 415 480 000 francs Djibouti. La 14e question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du projet de budget prévisionnel 2016 de la Poste de Djibouti. Ce projet de budget de la Poste s'établit en recettes d'exploitation à 484 600 000 francs Djibouti et en dépenses de fonctionnement à 484 600 000 francs Djibouti. La 15e question concerne un projet de loi portant un accord de financement contracté auprès du Fonds africain de développement. Cet accord de financement équivaut à 2 829 millions de francs Djibouti et servira à financer le programme de résilience à la sécheresse des communautés rurales afin de leur assurer une bonne sécurité alimentaire à travers l'amélioration de la disponibilité, de l'accès à l'eau et de la diversification des activités productives.
Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la 28e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce soir, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Souleymane Dedefo, qui lui a rendu une visite d'adieu à l'occasion de la fin de sa mission en République de Djibouti. Ont également assisté à l'entretien le président du groupe d'amitié djibouto-éthiopien, Maradan Saïd, ainsi que le vice-président Hussein Ali Warsama. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué l'aspect des relations bilatérales qualifiées d'excellentes, tout en soulignant leur volonté de les promouvoir et de les redynamiser sur les plans des échanges interparlementaires. Et à ce propos, le président Mohamed Ali a évoqué la 7e conférence des présidents des parlements nationaux et pays IGAD qui aurait dû se dérouler à Djibouti fin janvier 2015, mais pour des raisons d'agenda, il a été reporté au début de l'année 2016. Il a été rappelé le rôle moteur que peut jouer cette institution dans le renforcement de l'intégration régionale tant attendue des pays de la sous-région, notamment dans l'harmonisation des textes juridiques. Les deux personnalités se sont par ailleurs félicitées de la convergence de leurs points de vue concernant un certain nombre de questions régionales d'intérêt commun, tout en affirmant que les deux pays possèdent des liens historiques d'amitié. D'ailleurs, à ce propos, le président Mohamed Ali a proposé que lors de l'inauguration de la nouvelle voie ferrée Djibouti-Addis Abeba, que les membres des deux groupes d'amitié des deux pays puissent se retrouver à mi-chemin à Diridawa afin de témoigner de l'importance des liens qui unissent les deux nations. Nos liens historiques, culturels et notre volonté commune de déployer tous nos efforts pour l'intérêt de nos régions font que nos deux pays soient interdépendants, solidaires, intrinsèquement proches, pour ne pas dire filiaux, a-t-il ajouté. Pour sa part, Souleymane Dedefo a expliqué que depuis son arrivée il y a 5 ans, il avait travaillé à relever le niveau de la fréquence des engagements des deux pays, non seulement dans les domaines de l'énergie, des réseaux ferroviaires, mais aussi dans le secteur portuaire. Enfin, pour souligner l'importance des liens que font de la relation entre les deux pays, l'ambassadeur a rappelé le discours prononcé par le Premier ministre Haile Mariam Desalegn à la tribune du Parlement. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a rappelé aujourd'hui aux transitaires de la place et des règles et des conditions de travail qui doivent être respectées et qui leur permettront d'exercer correctement leur activité. Ces règles précisent notamment que les transitaires doivent être de nationalité djiboutienne, qu'ils doivent laisser un dépôt de 15 millions de francs auprès du Trésor national, qu'ils doivent s'acquitter d'une patente, qu'ils doivent honorer les cotisations de leur personnel auprès de la CNSS, avoir une enseigne, un siège à Djibouti, prouvant leur présence avec adresse électronique et téléphone. Et justement, donc, si ces conditions ne sont pas réunies, les risques de retrait des licences de travail sont réels et la réglementation va être appliquée avec rigueur. Aboubakar Omar Hadi a ainsi invité les transitaires à respecter les critères d'agrément pour pouvoir poursuivre leurs activités. Le président de l'autorité a par ailleurs indiqué qu'une nouvelle grille tarifaire revue donc à la baisse a été mise en place. Cela concerne toutes les opérations logistiques de chargement, déchargement, transfert des conteneurs, dépotage, transport donc des conteneurs du port de Djibouti au port de Doralé ou même les opérations de dédouanement ou la location des équipements. Cette nouvelle grille tarifaire donc permettra toujours aux transitaires de rentrer dans leurs frais et faire des profits ou des bénéfices, a-t-il indiqué. Donc écoutons. Les critères, les conditions d'obtention de l'agrément des transitaires sont premièrement être de nationalité djiboutienne. Deuxièmement, de s'acquitter d'un dépôt de garantie de 15 millions au Trésor national. Être à jour des cotisations des salariés, aux cotisations des CNSS, avoir une patente et faire produire des factures d'électricité et d'eau. Cela prouve que vous avez une adresse physique pour votre entreprise et une enseigne lisible avec le nom de la société et les contacts, adresses, email et téléphone.
Voilà essentiellement les conditions pour l'obtention de ces critères, qui a été d'ailleurs simplifié, car auparavant, parmi les conditions pour l'octroi de la licence ou de l'agrément, il y avait une liste de matériel qui ne servait pas à grand-chose aux transitaires, car ils n'étaient pas amenés à effectuer des opérations physiques dans leur métier, qui est un métier de procédures documentaires et administratives et non pas physiques. Donc voilà les conditions qui ont été mises en place. Et si je reviens un peu sur la nationalité, le président de la République, avant de lancer les grands chantiers d'infrastructure au début des années 2001, le gouvernement avait adopté un certain nombre de lois pour réformer le secteur des auxiliaires de transport. Et c'est là que le gouvernement a voulu donner la priorité ou l'exclusivité aux Djiboutiens pour bénéficier des retombées de nos ports. Oui, les transitaires ont fait des commentaires, certains positifs, certains négatifs. Vous savez, toujours lorsqu'il y a une baisse des tarifs, les gens ou les entreprises qui bénéficiaient de ces tarifs élevés, c'est sûr qu'ils ne vont pas accompagner ou accepter ces changements de gaieté d'équerre. Donc, de notre côté, nous avons fait les analyses nécessaires, nous avons mis en place une équipe d'économistes en transport et de financiers qui ont travaillé sur le sujet avant de proposer au gouvernement ces tarifs. Et nous trouvons que ces tarifs sont très compétitifs pour les ports de la région. Et aussi, c'est un tarif qui permet de travailler aux entreprises et de rentrer dans leurs frais et de faire même des profits. Et comme j'avais souligné tout à l'heure, le transport est une chaîne. Donc, il y a plusieurs professions qui interviennent dans la chaîne. Il y a le transport d'abord maritime, il y a les ports, et puis au niveau du port, de la place portière, il y a les transitaires, les manutentionnaires privés et l'agent maritime qui interviennent, et puis les transports terrestres, qui est aujourd'hui routier, et demain aussi on verra le transport ferroviaire. Donc si un maillon de la chaîne est défaillant, ça affecte toute la chaîne. La compétitivité de la chaîne. Ce ne sera pas un transitaire X ou Y ou tel transporteur, mais ce sera les corridors de Djibouti. C'est clairement stipulé dans le décret que le transitaire qui ne va pas respecter à ces tarifs maximum se verrait sa licence purement et simplement retirée, annulée. C'est clair et c'est mentionné dans le décret de 2001. En bref, en image, donc, l'ambassadeur de la République de Djibouti à Doha, au Qatar, Momin Hassan, s'est entretenu hier avec le vice-premier ministre Ahmed Ben Abdallah Al-Mahmoud. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur les relations bilatérales qu'entretiennent les deux nations sœurs. Et à cette occasion, l'ambassadeur a fait le point avec son interlocuteur sur le rôle important que joue la République de Djibouti dans la sécurisation de Bab el-Mandeb et la lutte contre la piraterie maritime. De son côté, le vice-premier ministre du Qatar a félicité la République de Djibouti pour notamment son accueil des milliers de réfugiés yéménites sur son sol. Il a réitéré notamment le soutien de l'État du Qatar face à cette crise humanitaire sans précédent. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, accompagné du préfet de Dikil, M. Mohamed Cheko, du président du conseil régional, M. Abdurrahman Younis, et du colonel du camp de Dikil, ont procédé ce matin à l'identification du site où aura lieu la marche de la paix à Daba'a.
Eh bien donc cette première édition de la marche qui sera organisée ce vendredi 1er janvier 2016 a pour but principal de promouvoir les valeurs de paix et d'unité nationale à travers le sport. Une stèle sera donc placée sur le site qui a abrité les négociations de cet accord de paix. Elle définira également le point de départ du parcours de la marche d'Abaa. La délégation conduite par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a non seulement établi une évaluation du site mais également a discuté des aspects techniques. Je remercie le président de la République qui, jour et nuit, donc en train de se battre pour que notre pays puisse rester en paix et que les Djiboutiens et Djiboutiennes puissent s'aimer davantage. J'invite tous les Djiboutiens à ce qu'ils puissent participer à ces randonnées le vendredi 1er janvier 2016. Et Inch'Allah, nous attendons donc, dans ces beaux lieux afin de profiter aussi du beau paysage. Je vous remercie. Éducation, donc, comme chaque vacances scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par le biais du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, lance sa plateforme de formation continue pour cette année scolaire 2015-2016. Ainsi, cette journée donc, de formation étalée sur la semaine de vacances ont été dispensées pour un public aussi large et divers que les enseignants du primaire au secondaire, aussi bien de l'enseignement général que l'enseignement professionnel. Ces formations continuent de se dérouler au CEF, mais aussi au CRIPEN, au LIC et à l'inspection moyenne et secondaire de la Palmeraie, des thématiques portant sur la pratique des classes comme les formations de proximité, sur la didactique pratique en éducation physique, formation sur les approches par les compétences pour les professeurs en arabe ou la lecture analytique pour l'inspection de français ont été largement débattues dans ces journées de formation. De ces modules de formation, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, mais aussi les formateurs du centre. C'est-à-dire que la qualité de ces prestations, de ces modules de formation est à apprécier. En parallèle à ces formations ciblées, le centre de formation a abrité aussi cette semaine une formation en direction, pas du public enseignant, mais du public conseiller pédagogique et directeur d'école. Et cette formation porte sur la promotion du livre. Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle poursuit la restauration des mobiliers scolaires dans les établissements du moyen et du secondaire de la capitale après la fabrication et la disponibilisation de plus de 3000 tables et tables à banc destinées aux établissements d'enseignement primaire et secondaire lors de la rentrée scolaire de cette année. Depuis quelques semaines, une équipe de la maintenance du MENFOP, appuyée par les élèves en menuiserie et en soudure du LIC, sillonne les établissements moyens et secondaires pour réparer et mettre à neuf les mobiliers en mauvais état des établissements. Eh bien donc, ces opérations répondent aux doléances des chefs d'établissement lors de la réunion des rentrées scolaires 2015-2016 avec le ministre pour donner donc seconde vie à ces mobiliers en mauvais état dans les établissements. Cette équipe va préparer la réparation des tables et des chaises qui sont défectuées, ceux qui sont réparables. Actuellement, nous sommes en train de faire les chaises et d'ici demain, nous allons procéder à la réparation des tables, Inch'Allah. Ça se déroule dans le pôle d'ordre, nous avons tout le matériel, nous remercions le principal de cet établissement qui nous a tout fourni l'outillage nécessaire. Nous allons terminer d'ici mercredi, Inch'Allah, et tout se passe bien. Et dans le chapitre social, une cérémonie de distribution du Douayan Zakat pour les orphelins s'est déroulée hier matin au sein du centre Markaz Ar-Rahma de Dikil. C'est dans la matinée du lundi dernier que la fondation Douayan Zakat a procédé à la distribution de la dernière tranche des cotisations de parrainage de l'année 2015 à plus de 76 enfants orphelins, bénéficiant donc d'une somme de 15 000 francs chacun. Ont été présents lors de cette cérémonie le directeur de la fondation, le préfet adjoint de la région de l'unité, Fouad Abakar, ainsi que les responsables de Markaz Ar-Rahma de Dikil et parents donc d'élèves. L'association djiboutienne de Belgique, ABED, a octroyé hier matin à la bibliothèque d'Ali Sabier, l'association Askaville, un lot important de dons de livres. Au total, 15 500 livres ont été remis à la bibliothèque Askaville. La présidente de la bibliothèque, Filsan Abdillah
Miguel a réceptionné les lots de livres de la main du représentant d'Abed, en l'occurrence M. Ahmed Mohamed Dini. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence également du préfet adjoint M. Mohamed Hamed Abbas, le président du conseil régional M. Omar Ouaes et les membres de l'association Ascavi. Un partenaire fiable, d'où notre confiance sur cette association. L'octroi des livres est un grand privilège pour la région d'Ali Sabieh, qui constitue une étape importante pour la lutte contre, comme disait mon collègue, l'illettrisme et l'analphabétisation. La lecture constitue l'étape importante de la connaissance. La connaissance se fait sur la base des livres. D'une pierre, deux coups, ainsi donc serait l'expression pour témoigner de l'action du CNSCD qui, dans la même journée du 28 décembre, se fit accueillir par les conseils régionaux de la ville d'Ali Sabieh et de Dikil pour ainsi établir les bases de leur collaboration future pour refonder les principes et la réorganisation des OSC régionales. Le président du CNCD, fort de ses convictions, trouve une fois de plus son avantage en parachevant une convention de partenariat avec les autorités locales de la décentralisation en la personne de Abdelrahman Younis, président du conseil régional de Dikil, et de Omar Ahmed Ouaïs, président du conseil régional d'Ali Sabieh. Cette relation étroite résulte toujours de cette ambition tant criée par le président du CNCD qui promet d'ores et déjà de pouvoir assister à l'émergence d'une société civile djiboutienne forte, dynamique, efficace et organisée. Une priorité désormais devenue l'unique préoccupation du quotidien du conseil, notamment sous la houlette de son président, d'autant plus que la fougue et le dynamisme du jeune équipe ont la clé du succès. Par ailleurs, donc, la présence d'assemblées de jeunes hommes, femmes, tous issus du milieu associatif et à chacune des rencontres de plus en plus nombreux pour adhérer donc à la vision du Conseil témoigne bien de l'avenir positif de l'organisation de Djibouti, si bien que le jeune coordinateur national Abdelrader s'en réjouit déjà pour avoir cru à cette maturité de cette organisation et projette déjà de passer prochainement à la vitesse donc supérieure. Le centre SOS Learning de Balbala a organisé hier matin, en l'occurrence hier, une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation à toute première promotion de jeunes formés par ces centres situés dans la banlieue de Balbala. Le centre de formation SOS est en construction et géré par l'ONG internationale SOS Village Enfants sous la supervision du ministère de la Promotion de la Femme et du Planning familial chargé des relations avec le Parlement. Rappelons que le centre a été inauguré en octobre 2014 par le président de la République Ismaël Omar Guelleh et accueille aujourd'hui quelques 200 jeunes déscolarisés qui suivent une formation en anglais, en français et en informatique. Une première à Djibouti, le centre e-learning propose une formation entièrement basée sur le numérique où les jeunes apprennent à travers l'outil informatique. Et bien donc au terme de ces premiers cycles de formation qui a duré 7 mois, les jeunes ont subi donc une première évaluation de performance et les lauréats donc ont reçu des certificats de fin de formation de niveau 1. C'est sur l'esplanade du centre que s'est déroulée donc la cérémonie de remise des attestations à laquelle ont participé aux côtés du directeur de ce centre, Mohamed Ali, le président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhou, le représentant du ministère de la promotion de la femme, Mohamed Abdi, ainsi que le président du conseil du quartier des 13 de Balbala. Le directeur de ce centre, Ali Humad, a salué donc la motivation des jeunes ainsi que leurs investissements pour parachever avec succès le niveau de formation. Il a par ailleurs rappelé que e-learning constitue indéniablement une alternative majeure pour concilier les jeunes déscolarisés pour la formation, une jeunesse orientée vers l'outil donc informatique. Et nous venons d'apprendre le décès de feu Moussa Barkhadli, décédé hier soir à l'hôpital Général Pelletier. Né en 1934, le défunt laisse au monde 3 veuves, 22 enfants et son petit-enfant. Feu Hadji Moussa Barkhadli était le père de Abdelrahman Moussa Barkhadli et de Khadija Moussa, connus sous les noms de filiaux. Nous implorons le Tout-Puissant de sa miséricorde et prions qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et dans l'actualité internationale, Israël, prison ferme pour l'ex-premier ministre. La Cour suprême d'Israël a confirmé aujourd'hui une peine de prison ferme à 18 mois pour corruption contre l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert, qui deviendra le premier chef de gouvernement à être emprisonné dans son pays. Ehud Olmert, 70 ans et premier ministre de 2006 à 2009, avait été condamné à 6 ans de prison ferme en première instance pour 2 chefs d'accusation de corruption liés à un énorme projet immobilier. Aujourd'hui, la Cour suprême l'a acquitté d'une de ces accusations et a réduit sa peine à 18 mois de prison, dont la deuxième selon le verdict. Visé par des enquêtes depuis des années, l'ancien avocat d'affaires, grand amateur de costumes chics et cigares, de football, de bonne chère et de voyages à l'étranger, avait semblé échapper à toute condamnation. Et pour finir, en Guinée, la Guinée célèbre la fin de l'épidémie d'Ebola qui a frappé le pays depuis décembre 2013, faisant des milliers de morts et de déplacés. Une annonce faite en grande pompe par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et des autorités. Ce mardi à Conakry, un grand soulagement est susceptible au sein de la population du pays. Une annonce qui intervient après la période nécessaire de 42 jours sans que la maladie ne se déclare. Et même si cela est une bonne nouvelle pour le pays, il faut rester vigilant. Les frontières d'ici et d'ailleurs vont être réouvertes aux Guinéens. Et c'est un soulagement. Il faut enfin souligner que 1000 autres malades ont survécu à cette terrible maladie. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.